Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouveau podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de 4 petits sujets. On va parler évidemment d'entraînement, un peu de nutrition, un peu aussi une petite réflexion que j'ai à partager avec vous. Et on va répondre à la question d'un auditeur par rapport à la digestion, la température, etc. Alors le premier sujet, exercice à la poulie. On sort un petit peu là d'une situation où il y a eu beaucoup de home gym, beaucoup d'entraînement, enfin beaucoup. Pour ceux qui étaient les plus motivés, qui ont continué à s'entraîner, en tout cas, il y a eu pas mal d'entraînements à la maison. Donc globalement, beaucoup de poids de corps et d'exercices de base avec un matériel, on va dire, minimaliste. Ça va être quoi ? Ça va être haltères, bancs, allez, pour ceux qui ont plus de place, peut-être un rack avec des barres et de quoi faire des tractions, etc. Mais globalement, des exercices de base. Et c'est vrai que moi, j'avais investi, je sais plus à quelle période c'était, dans une petite poulie amovible. Vous savez, ces poulies qu'on peut accrocher un peu partout, là. Enfin, un peu partout, non. Il faut quand même un support fixe, un point fixe pour l'accrocher. Et quand je faisais du sport en salle de musculation, donc pendant 10 ans, là, même un peu plus, je pense, à m'entraîner, oui, pendant 12 ans. À m'entraîner en salle avant de passer en 100% home gym. C'est vrai que quand je voyais ces poulies amovibles non guidées, je me disais mais ça doit être une torture de s'entraîner là-dessus, ça doit bouger, ça doit être désagréable et tout. Eh bien, moi je me suis rendu compte que finalement quand on s'entraînait à la maison, ça permettait de récupérer tout un éventail d'exercices qu'on ne peut pas faire avec des poids libres. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les poids libres sont toujours soumis à une forme enfin, le poids est toujours soumis à la gravité, mais l'axe de travail est toujours soumis à la gravité. Donc, c'est le corps qui doit se déplacer pour essayer de choper des fibres musculaires, des muscles en particulier. Alors que dès qu'on a des appareils, des machines ou des poulies, eh ben on peut un peu dévier cette gravité entre guillemets pour avoir une position du corps à même position du corps, avoir des résistances variables quoi. Donc le cas le plus concret, c'est par exemple quand vous faites du tirage assis, du rowing horizontal pour le dos, vous tirez la charge, en fait, elle vous tire en avant et vous la ramenez vers l'arrière. Ça serait pas possible de faire ça si vous n'aviez pas une poulie ou une machine. Pourquoi ? Parce que c'est votre corps qui devrait être penché pour faire ce genre de mouvement. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que les exercices avec poulie, c'est ce genre de petite poulie amovible. Moi, j'en suis relativement content, notamment pour pouvoir travailler les triceps, pouvoir choper un petit peu des angles sur les épaules un peu différents, mais même des mouvements d'isolation en série longue pour justement amener un petit peu plus de congestion ou un peu plus de sensation, que ça soit avant ou après la séance ou même pendant en superset. C'est quelque chose qui, évidemment, quand on le voit sur le papier, on se dit ça va pas être terrible, mais finalement, quand on fait énormément de traction, de rowing, etc., avec des exercices de base, de revenir avec quelques exercices sur poulie comme ça permet d'aller chercher, on le voit tout de suite, qu'on arrive à obtenir des sensations nouvelles, qu'on arrive à contracter différemment son dos par exemple ou ses pectoraux, et on voit qu'il y a vraiment un avantage à avoir ce genre d'équipement là. Alors avantage, c'est vrai que l'idéal, si on a de la place, un garage ou une pièce aménagée pour s'entraîner, c'est d'avoir, et puis de l'argent, parce que il y a aussi ça, c'est d'avoir ces petites poulies vis-à-vis, qui, je crois que Life Fitness en fait une,
qui se mettent dans des angles là, et là c'est vraiment l'idéal, puisque c'est presque comme en salle de sport. Bon, et c'est pas le même budget, je crois qu'on est dans les 2500 euros la poulie, quoi. Peut-être un peu moins si vous avez une grosse réduction, mais bon, globalement c'est un certain budget, et c'est pas là-dessus que d'ailleurs j'enverrai les gens en premier lieu, quoi, parce que bon, mieux vaut avoir d'abord des barres et tout ça que ça. Enfin, tout le monde serait pas d'accord d'ailleurs avec ça, mais bon, moi en tout cas c'est mon point de vue. Mais bon, là pour un coût beaucoup plus modeste, je crois entre 50 et 60 euros, on peut avoir une petite poulie amovible. Si on a une barre de traction ou une cage à squat, ou même ne serait-ce qu'une poutre quelque part qui traîne dans son garage au plafond, on peut accrocher ce genre de poulie et avoir tout un tas d'exercices à sa portée à moindre coût. Donc c'est pour ça que moi en fait j'avais investi là-dedans justement pour pouvoir augmenter un petit peu l'éventail d'exercices par séance. Alors c'est vrai que c'est surtout pour les petits groupes musculaires, moi, que j'ai trouvé ça intéressant, notamment comme je vous disais pour les triceps et les épaules, mais et le dos pour le gros groupe. Mais globalement, vous pouvez faire un petit peu pour tout, même pour les fessiers, il y a des techniques pour travailler ça. Et c'est le cours que j'ai fait dimanche matin, donc je me suis filmé sur cette poulie. Je vous montre 17 exercices sur la poulie amovible que moi je pratique, en tout cas qui me semble cohérent. Il y en a beaucoup plus que ça, mais ces 17-là, disons que c'est vraiment un gain par rapport au poids libre. C'est-à-dire que si chez vous, vous avez haltères, barres, bancs, des élastiques, etc., enfin le matos de base du home gym, vous allez pouvoir voir le genre d'exercice que vous allez pouvoir faire, et surtout les petites techniques pour faire ça correctement. Si vous hésitiez jusqu'à aujourd'hui avant de vous décider à prendre une poulie amovible là comme ça, au moins vous pouvez voir un petit peu les exercices que vous allez pouvoir faire. Ça va vous permettre de voir si en fonction de vos points faibles actuels ça servira ou pas, et donc voilà. Donc en fait le programme c'est simple, il y a 17 exercices sur la poulie, comment et sur quoi la fixer, les utilisations en cas de blessure ou d'échauffement, comment l'inclure dans une routine classique, donc votre routine d'entraînement, et vous avez le cours vidéo avec les notes en PDF, comme ça au moins vous voyez tout ça. Donc voilà. Deuxième sujet, donc là le lien je vous l'ai mis pour ça là, exercice à la poulie, pourquoi. Donc vous avez deux liens là dans les notes de l'émission pour aller voir ça. C'est Home Gym, 17 exercices musculation sur poulie amovible, et l'autre lien c'est exercice à la poulie, pourquoi. Donc voilà un petit peu sur ce sujet, vous avez tout ça soit dans votre boîte mail, soit dans les notes de cette émission. Alors le deuxième sujet, ça s'appelle vivez là où c'est beau. Donc oui, tout le monde a envie de vivre dans un environnement plaisant. Et pourquoi j'ai récolté en fait, pourquoi j'ai mis ce titre-là, parce qu'il y a un article qui s'appelle des quartiers entre guillemets praticables liés à moins d'obésité et de diabète. Donc ça veut dire que quand vous habitez dans un secteur où il fait bon à sortir, marcher, courir, faire du vélo, il y a moins d'obésité et moins de diabète. Donc il y a un lien entre l'environnement direct de votre lotissement, de votre quartier, de votre village. S'il est praticable, il y aura moins d'obésité et moins de diabète. Donc potentiellement, vous avez plus de chances d'être, je vais pas dire tenté, mais d'être orienté vers la pratique d'exercice physique. Donc là, il disait, ça date du 4 mars, donc c'est pas vieux. Et les personnes qui vivent dans des quartiers plus propices à la marche sont beaucoup plus actives physiquement et moins susceptibles de prendre du poids ou de contracter un diabète de type 2 ou d'hypertension artérielle. Donc ça, c'est les chercheurs qui ont examiné les résultats de dizaines d'études précédentes. Donc en fait, il disait là dans l'étude, alors l'étude du réseau international sur l'activité physique et l'environnement, alors c'est pour 14 villes de 10 pays, donc ça a révélé que les habitants des quartiers qui étaient les mieux équipés pour aller marcher, etc., donc avec les meilleures options de transport en commun et d'accès au parc, passaient environ 1 à 1 heure et 1h30 de plus par semaine à être plus physiquement actifs finalement. Comparé à tous les quartiers qui sont moins accessibles à pied. Donc, si vous êtes dans un lotissement où il y a des beaux trottoirs, etc., vous avez plus de chances d'être actif que si il n'y a pas de trottoir, par exemple, quoi. Mais bon, ça vous paraît peut-être évident,
Mais en fait, il y a tout un. D'ailleurs, ça porte un nom. Je sais plus si c'est pas nudge ou je sais plus trop quoi. Mais la suggestion, en fait, si on vous suggère quelque chose, si on vous présente quelque chose, si on vous donne des outils pour quelque chose, vous aurez plus de chances d'y passer. Que, en fait, c'est pas purement de la volonté. C'est ça, c'est là que je veux venir. C'est que beaucoup de personnes pourraient se dire oui, mais ceux qui veulent se mettre en forme, c'est que de la volonté. Peu importe l'environnement dans lequel ils se trouvent, ils arriveront à se mettre en forme. Oui. Les personnes qui sont motivées, je suis d'accord, ça s'appelle l'adaptabilité, on est capable, quand on est motivé, de trouver des solutions pour se mettre en forme, peu importe où on se trouve. Mais, globalement, vous savez que les gens ne sont pas motivés. Donc vous l'êtes parce que vous êtes passionné, mais globalement les gens ne le sont pas. Et en fait, quand une personne n'est pas motivée naturellement ou par passion à faire du sport, il va falloir qu'elle ait des signaux extérieurs, des déclencheurs extérieurs qui vont lui donner envie. Si la personne se trouve dans un environnement complètement, on va dire, dépourvu d'infrastructures, de cadres agréables, etc. pour se déplacer à pied ou à vélo, eh ben elle aura pas envie de le faire tout simplement. Donc, je continue, ils disent, dans une étude menée auprès des résidents de près de 9000 quartiers en Ontario, je vais y arriver, les jeunes adultes et les adultes d'âge moyen qui vivaient dans les quartiers les plus propices à la marche, que ceux dans les moins propices, étaient moins susceptibles d'être en surpoids ou obèses. Donc 43% contre 53%, donc 10% de différence. Donc vous allez me dire c'est négligeable, mais non, quand il y a beaucoup de personnes, 10% c'est énorme. Dans une étude portant sur 1,1 million d'adultes dans 15 villes de l'Ontario au Canada qui avaient une glycémie normale, chez les personnes qui vivaient dans les zones les moins propices à la marche, avaient un taux de prédiabète 20% plus élevé sur une période de 8 ans. Donc c'est-à-dire que par exemple les personnes saines aujourd'hui, dans les quartiers les moins disposés les moins agréables pour l'activité physique, se déplacer, etc., avaient un taux de prédiabète de 20% plus élevé sur une période de 8 ans. Ensuite, il y a une étude sur 1,6 million d'adultes vivant à Toronto, en Ontario, a révélé que les personnes vivant dans des zones peu propices à la marche avaient une probabilité de 30 à 50% plus élevée de contracter le diabète dans les 5 ans. Et dans une autre étude canadienne, le fait de passer d'un quartier où il est impossible de marcher à un quartier très propice à la marche était lié à une réduction de 54% du risque de recevoir un diagnostic d'hypertension artérielle dans les 10 ans. Donc on voit bien qu'il y a ça, mais il n'y a pas que ça. On continue avec autre chose. Donc la capacité à marcher semble protéger contre les maladies métaboliques, ils disent. Mais en fait, ça porte sur plusieurs choses. Si, par exemple, vous allez vous dire, oui, alors, à New York, il devrait pas y avoir beaucoup d'obésité parce que il y a, par exemple, beaucoup de rues larges et tout, on peut marcher. Alors, la réponse est oui, mais finalement, la réalité montre qu'il y a quelque chose qui vient s'opposer à ça. C'est la restauration rapide à haute fréquence. C'est-à-dire que vous allez à n'importe quel coin de rue trouver de quoi manger un snack, du sucré, du salé, du gras, tout ce qui est alimentation transformée. Ça, c'est une des choses qu'il faut pas négliger. Donc, il faut à la fois que les endroits soient agréables pour marcher, mais en même temps, qu'il n'y ait pas trop de stimulation. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes motivé, donc si jamais vous lancez dans un programme de perte de poids, par exemple, vous allez résister à la tentation alimentaire et augmenter votre dépense physique. Globalement, vous allez manger à ce qu'il faut et éviter ce qu'il faut pas et faire du sport. Mais une personne qui est soumise à son naturel, aux suggestions extérieures. Donc elle va voir une belle allée avec des arbres, etc. pour aller jusqu'à, à son travail ou autre. Elle va se dire c'est agréable de marcher en passant par là. Donc elle va augmenter peut-être sa dépense, son activité physique en allant au travail en marchant. Mais par contre, si sur ce trajet-là, il y a 3 boulangeries et 10 Starbucks, vu qu'elle est toujours soumise à la tentation et qu'elle n'a pas forcément une volonté de perdre du poids, certes, elle va marcher, mais en même temps, elle va être tentée par ça. Donc, c'est là où ça devient contre-productif. En fait, il faut à la fois avoir des beaux lotissements, des beaux endroits, mais aussi dépourvus de ce genre de stimulation, on va dire au niveau de la restauration rapide, etc. Mais c'est pas tout. Il y a également le taux de criminalité élevé. Donc plus on est dans un quartier craignos, où il y a un fort taux de criminalité, moins on a envie de sortir.
Normal, on a envie de rester chez soi, enfin voilà, on n'a pas envie de traîner, de faire une petite marche digestive le soir, si autour de nous le taux de criminalité est relativement élevé. Donc ce genre de choses conduisent à un fort taux de sédentarité. Et c'est pour ça qu'il titrait que de vivre dans un endroit agréable, on pourrait se dire, les gens qui vivent dans un endroit agréable, ils ont une belle maison, ils vont rester chez eux parce qu'ils sont bien. Eh ben non, globalement, ils sont plus enclins à sortir, et en tout cas être en meilleure forme, parce qu'autour de chez eux, c'est sympa. Alors évidemment, vivre en ville, enfin moi je le vois où j'habite dans le sud de la France, ça coûte moins cher d'habiter en ville, en centre-ville, en centre-ville, que d'habiter en périphérie de la ville, dans les, on va dire, petites villes ou villages aux alentours. Pourquoi ? Parce que les terrains sont plus verts, parce que c'est plus agréable à vivre, tout simplement. La nature est beaucoup plus présente et donc c'est plus cher. Donc ça se comprend. Et très souvent, on pourrait se dire, mais les centres-villes sont fortement piéton aujourd'hui, donc on encourage le piéton, on encourage le vélo, et pourtant vous dites mais ça n'a pas fait reculer l'obésité. Mais c'est normal, parce qu'en fait vient se heurter à ça deux autres problématiques pour perdre du poids, qui serait que peut-être que c'est piéton et que c'est joli, mais s'il y a beaucoup d'insécurité et beaucoup de criminalité, les gens ne sortent pas ou sortent moins. En fait, ils font vraiment le strict nécessaire, aller bosser, aller chercher les gosses et terminer. Et le deuxième point faible, c'est que dès qu'ils sortent, s'ils sont soumis aux tentations odorantes des fast-food et de toutes ces stimulations, et toutes ces bombes caloriques, c'est contre-productif. Donc autant rester chez elles, puisque si elles sortent et pour manger, c'est à nul et remplace, quoi. Quoique, je préférais quand même que les gens sortent de chez elles que plutôt restent chez elles. Mais bon, bref. Après, chacun fait comme il veut. Et donc, c'est vrai que, encore une fois, vous savez, on parlait que le surpoids et l'obésité touchaient plus les personnes à bas revenus. Alors, les gens disaient oui, mais c'était parce que au niveau de l'alimentation, et c'est vrai, d'acheter des aliments transformés premier prix coûte souvent moins cher. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Acheter un paquet de pâte blanche ou un plat préparé de lasagne, ça coûte moins cher que s'acheter un bon morceau de viande avec des légumes de bonne qualité en circuit court, etc. C'est une réalité. Donc forcément, il y a déjà un impact au niveau économique. Et d'ailleurs, on voit bien à quel endroit sont mis les supermarchés ultra low cost. Ils sont pas mis n'importe où. Ils sont pas mis dans les quartiers chics. Ils sont mis souvent dans des quartiers où, à côté, il y a des populations, on va dire, qui sont à bas revenus ou voilà, quoi. Et donc, si vous voulez, ça encourage. Et pareil pour les fast-food. Regardez où sont implantés les fast-food. Et les snacks, tous ces trucs-là, c'est rarement dans les quartiers chicos. Tout ça est calculé, en fait, même si c'est politiquement incorrect de le dire. Sachez que eux le font, dans les réunions internes, ils doivent le dire, puisque partout en France, c'est comme ça que ça se passe. C'est implanté dans les endroits où il y a des bas revenus. Donc c'est une réalité, c'est comme ça. Donc on savait déjà que les personnes aux plus bas revenus ont plus de chances d'être en surpoids et d'avoir des problèmes de santé parce que on va dire leur porte-monnaie leur permet presque que de manger de mauvaise qualité. Ensuite, il y avait un problème, comme je l'avais dit aussi une fois dans un podcast, au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que moins on a de connaissances, moins on sait comment manger. Enfin voilà, il y a un problème avec ça, et les enfants même de ces personnes-là sont plus en surpoids parce que il y a pas de connaissances. Et plus on monte au niveau de l'éducation, et j'ai presque envie de dire de l'intelligence, je sais pas si on a le droit de dire encore ça comme ça, mais moins il y a de surpoids et d'obésité. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aussi le lieu, non pas forcément que par la publicité, ce que vous allez trouver sur votre chemin, mais également, est-ce que c'est praticable ou pas ? Parce que vous savez, il y a des endroits où on pourrait vous dire, ouais, mais c'est piéton, il y a du vert, mais il y a de l'insécurité, ou il y a à chaque coin de rue de la restauration rapide et ça donne pas envie. Ou alors c'est sale, c'est mal entretenu, donc ça fait pas envie. Même s'il y a des trottoirs larges, ils sont pas entretenus, il y a des excréments d'animaux partout, ça donne pas envie d'aller se promener, quoi. Et donc on voit bien que finalement, en voulant faire bien, en rendant piétons des zones et tout, on corrige qu'une partie du problème.
Et le cœur du problème, c'est pas juste donner les moyens aux gens de faire du sport, c'est un problème, il faut le corriger, mais il y a également d'essayer d'être un petit peu plus sévère sur le pourquoi certaines choses s'implantent à des endroits et pas d'autres. Parce que finalement, si on leur fait des belles allées piétonnes, en fait, il faut réfléchir en termes de vendeur de quelque chose. Si vous faites des belles allées piétonnes, donc vous savez que vous allez avoir un public qui va marcher, qui va se promener à cet endroit-là. Directement, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Si vous êtes un commerçant, eh bien sur cette allée, vous avez envie, le dimanche en général, il y a beaucoup de monde qui vient ici, donc c'est des familles avec des enfants. Donc on va mettre le marchand de glace, on va mettre un petit café, on va mettre, je sais pas, un manège, on va mettre, voilà, ce genre de choses. Et on peut pas, les commerçants, il faut bien qu'ils vivent. On est d'accord. Mais il faut pas non plus travailler que sur. Il faut pas chercher que du côté anti-sédentarité. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que de faire des beaux endroits pour faire du sport, c'est bien, mais globalement, il n'y a pas que ça. Déjà, il faut travailler sur ça, mais il faut travailler aussi sur ok, vous avez fait un bel endroit, mais est-ce que on a envie d'y aller ? Est-ce qu'on se sent en sécurité quand on y va ? Est-ce qu'on y laisserait nos enfants gambader en fait ? Moi, je pense que ça c'est un bon repère. Moi, quand je parle autour de moi avec des parents, ils me disent ouais, mais moi, quand j'étais jeune, je passais ma journée à jouer au ballon dans la rue, etc. Aujourd'hui, je laisserai pas mes enfants le faire. Ouais, mais là, en fait, la question, c'est pourquoi tu le laisserais pas faire ? En fait, c'est parce qu'ils ont pas confiance, ils ont peur, en fait. Ils sentent ils se sentent pas en sécurité pour leurs enfants. Donc, c'est bien de végétaliser les villes, de mettre des pistes cyclables, des trottoirs plus larges, etc. Enfin, c'est bien. Sauf pour ceux qui habitent un peu loin et qui doivent aller bosser en voiture. Mais après, il n'y a pas que ça. Mais après, sachez une chose, c'est que si vous êtes dans un lieu actuel et que vous allez déménager dans un autre dans pas longtemps, que vous cherchez à faire construire, que vous cherchez à acheter une maison déjà en place ou un appartement ou peu importe, à déménager ou même en location, eh bien, ça peut être intéressant. Si vous visez un lotissement, une ville, etc., de poser votre bagnole, d'y aller en bagnole et puis de vous poser et puis de faire une promenade, de voir si c'est agréable à aller vous promener autour. Parce que il faut savoir que moi j'aime bien les choses comme ça qui sont de l'ordre du quotidien. Beaucoup de personnes s'attardent sur des efforts volontaires à faire pour perdre du poids, etc. Mais en fait, on peut tout de suite mettre les gens dans une marmite propice à avoir des meilleurs comportements. Et cette marmite propice, comme je viens de dire, c'est justement un lieu de vie plus agréable. Alors certes, il faut être prêt à savoir si on veut troquer du plaisir. Par exemple, il y a des gens qui veulent travailler juste à côté de là où ils vivent, parce qu'ils aiment pas passer du temps sur la route, etc., pour aller bosser. Et ça se comprend. Mais donc ils préfèrent ça et avoir un environnement pas super cool autour de chez elles. Et il y a des personnes pour qui ça compte beaucoup, quand elles rentrent du travail, de pouvoir se dire je garde ma voiture dans l'allée ou je garde ma voiture dans la rue et je peux aller faire une promenade, c'est sympa. Et le week-end, on peut se promener ne serait-ce que sans prendre la voiture autour de chez nous, c'est cool. Il y a des gens pour qui ça compte. Et il faut se dire, la bonne question c'est est-ce que je préfère avoir des temps de trajet courts mais avoir un environnement moins plaisant quand je rentrerai à la maison. Bon, après, à l'intérieur de la maison, c'est le vôtre, hein, il décorez comme vous voulez, c'est pas la question. Mais ou alors avoir un environnement agréable qui me permettra, sans prendre la voiture, d'avoir quelque chose de sympa à faire autour de chez moi, mais par contre, m'ajouter peut-être 20 minutes de temps de trajet. Et ça, c'est une question légitime à se poser, notamment avec le prix du carburant actuellement, mais surtout de savoir ce qu'on est prêt à faire ou non. Parce que finalement, la personne qui ne mettra pas le temps pour aller bosser, le mettra pour aller se ressourcer en nature. Puisque forcément, ces 20 minutes, elle devra aller faire. Si tous les jours, elle a envie d'aller marcher en nature, elle devra les faire pour aller marcher. Donc, c'est toujours quelque chose à faire. Et c'est vrai que moi, de plus en plus, je crois alors que je calcule les 1, 2, 3 derniers logements dans lesquels j'ai été, la raison première était le secteur. Le secteur. Et c'est pas des zones chères ou quoi que ce soit, mais
il fallait que le lotissement autour, ou la ville autour, enfin en tout cas l'environnement autour soit agréable. C'est-à-dire que quand je sors de chez moi, il faut que je puisse me dire « Ok, je peux me promener, c'est cool, j'ai pas besoin de prendre la bagnole ». Ça compte beaucoup pour moi. Donc c'est-à-dire que je suis prêt à mettre peut-être un tout petit peu plus de loyer, ou alors de me restreindre un petit peu sur les mètres carrés, mais avoir ce truc agréable autour de chez moi. Plutôt que d'avoir plus de mètres carrés et un loyer plus bas, avec un super intérieur, mais un extérieur pourri, en fait. Et quand je dis extérieur, je ne vous parle pas de jardin ou quoi, hein, je vous parle vraiment de l'extérieur au-delà de vos clôtures, ou au-delà de votre résidence, si vous vivez en appartement. Donc voilà un petit peu ce sujet, je trouvais ça intéressant, parce qu'eux ils disent pollution de l'air, criminalité, avalanche de restauration rapide, trottoirs en ruine, etc. Tout ça, en fait, pénalise, ce sont comme des petits freins. Vous savez, pour les régimes, il y a des freins. Par exemple, une personne qui veut se mettre au régime, elle va avoir comme frein, oui, mais j'achète des gâteaux pour mes enfants. Oui, mais moi, au travail, en fait, tous mes collègues mangent des croissants le matin. Oui, mais en fait, moi, je sais pas cuisiner. Mais en fait, vous voyez, ces micro-freins pénalisent le régime, comme là, ces micro-freins, pollution de l'air, pollution de l'air, criminalité, avalanche de restauration rapide, trottoirs en ruine, etc. Tout ça, ce sont des micro-freins à la dépense physique, à l'activité physique, au fait qu'on va aller bosser en marchant ou se promener autour de chez nous. Voilà. Donc je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, encore une fois, ça nous montre que par des choix assez significatifs, parce que le logement étant un choix important, on peut contribuer, mais surtout si on reste dans des logements 3, 4, 5 ans, voire plus parfois, dans le même logement, ça vaut le coup de se dire je choisis un logement parce que c'est la garantie qu'ici, j'irai marcher. En tout cas, j'aurai tous les outils pour aller marcher. J'aurai pas de frein, enfin, il n'y aura pas de friction à sortir, quoi. Voilà. Allez, on continue avec la question d'un auditeur qui me dit « Salut Théo, j'ai découvert tes travaux il y a de ça 2 mois. Il n'y a pas à dire, tu apportes un contenu très qualitatif sur YouTube, en particulier au sujet de la nutrition, qui n'est pas le plus abordé sur la plupart des chaînes francophones. » Ben, merci à toi, hein. C'est très gentil pour ton compliment. J'aurais apprécié que tu abordes un thème peu étudié, la relation entre la température ambiante et la digestion du repas. Donc la température ambiante, donc la température, admettons, de la pièce ou de l'extérieur, et la digestion du repas. Je précise mon interrogation. On sait que certains nutriments agissent différemment dans le corps selon leur température. Les acides gras polyinsaturés, par exemple, qui s'oxydent via la chaleur et deviennent inflammatoires, ou les glucides qui font monter la glycémie selon leur température. Mais ici, la question est qu'en est-il lorsque les aliments n'ont subi aucun changement, mais que c'est notre corps qui a une autre température? La question pourrait donc également se poser quand les sportifs se ruent sur leur collation post-training en étant encore bouillants de leur séance. Merci de ta réponse, bonne continuation. Alors, bon, déjà, la température corporelle, là, c'est pour ça, cette question, je vais t'y répondre. Je pense que ta question, elle te semble intéressante, et elle l'est, mais il faut savoir une chose, c'est que la température ne varie pas énormément. C'est-à-dire que tu ne vas pas te mettre à dépasser les 40 enfin, même après l'entraînement. Il y a ce qu'on appelle la thermorégulation, c'est pour ça que tu transpires, c'est pour ça que tu fais de la buée dans ta voiture quand tu rentres après le sport, c'est qu'il y a une thermorégulation. Ton corps ne peut pas monter en température, c'est pas un thermostat comme ça qui monte et qui descend, non, les variations sont minimes. C'est-à-dire que quand ton métabolisme ralentit un petit peu, par exemple durant la nuit, tu perds 1 degré environ, et quand tu es dans les périodes les plus actives de la journée, la température monte un petit peu. Mais c'est marginal, si tu veux, ces écarts de température. C'est pas quelque chose qui va se mettre à faire bouillir l'huile d'olive quand tu vas la consommer. Donc ça, c'est la première chose. Donc globalement, tout ce que tu vas manger va soit refroidir, parce que la température à l'extérieur, donc la température de l'aliment que tu consommes sera plus élevée que de la température interne. Donc c'est entre 35 et des poussières et 37 et des poussières, on va dire, les écarts de température corporelle, enfin organique, on va dire. Donc, dans tous les cas, si par exemple tu manges de la pomme de terre très chaude, eh ben ta pomme de terre va refroidir à l'intérieur du corps pour atteindre la température. Après, ça va se stabiliser dans le bol alimentaire à la température de ton organisme. Et si tu consommes quelque chose de froid, c'est la même chose. Ça va avoir tendance à se réchauffer.
Donc ça, si tu veux, il y a même eu des études qui ont été faites par rapport à l'eau glacée. Ils avaient vu que, bah oui, quand tu consommes de l'eau glacée, il y a une forme de thermorégulation qui s'installe pour justement pas que ton corps se refroidisse avec cette eau glacée. Et donc il y a une petite dépense calorique, mais c'est marginal. Hein, n'attendez pas. Il y en a qui disaient boire de l'eau glacée pour perdre du poids. C'est marginal. Pour moi, c'est un peu comme secouer le petit doigt pour brûler plus de calories pendant 1 heure par jour. Bon, voilà. Mais bon, bref. Tout ça pour te dire que tu ne vas pas impacter la qualité de l'huile d'olive, par exemple, en la consommant juste après l'entraînement. C'est plutôt la température extérieure, donc la température qui, par exemple, s'il fait 40 degrés chez toi, c'est sûr que tes acides gras, par exemple, vont être plus pénalisés que s'il fait 25. Mais pareil avec la lumière. Mais toi, ta question a été précisée vraiment sur lorsque les aliments n'ont subi aucun changement, mais que c'est notre corps qui a une autre température. Ouais, en fait, là, en disant ça, tu pourrais penser que ton corps peut être très élevé en température ou très bas en température. Mais c'est pas possible, en fait. Donc, vu que l'écart, imagine, en fait, quelle est la différence pour toi d'un steak s'il est cuit à 60 degrés ou à 61 ou à 59. Tu vas me dire, c'est marginal, c'est rien. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est pas parce qu'après l'entraînement, ta peau est chaude en surface, ou d'ailleurs, souvent, elle peut être froide aussi en surface. Tu peux avoir chaud et la peau froide en surface, ce qui est normal, hein, d'ailleurs. Mais tu peux transpirer, avoir vraiment très chaud, et donc penser que Mais non, en fait, c'est juste que tu évacues de la chaleur, donc tu as l'impression d'avoir une température corporelle hyper élevée, mais elle est pas hyper élevée comme tu l'entends, comme tu pourrais le penser. T'es pas à 60 degrés, quoi. Donc il y a pas un énorme écart par rapport à et puis la température au niveau du système digestif n'est pas la même température qu'à la surface de ta peau ou la température que tu perçois en fait en tant que sportif en post-séance, on va dire. Donc ne te soucie pas trop de ça, ça n'impacte pas. Et les problèmes de digestion, par exemple, après un effort intense, t'as très chaud, tu manges quelque chose et tu digères mal, c'est pas lié à la température corporelle, c'est lié au fait que à partir du moment où tu t'entraînes, il y a ce qu'on appelle une ischémie. Donc en fait, le sang part de ton... En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'en temps normal, le sang, le système digestif monopolise une partie du sang, beaucoup de sang au niveau du système vasculaire. Il y a beaucoup de sang qui est concentré sur le système digestif parce que la digestion, monopolise beaucoup. À partir du moment où tu t'entraînes, l'entraînement, donc quand on fait du sport, nous c'est un loisir et une passion, mais le corps c'est un stress qui vit. Donc il va aller irriguer massivement les groupes musculaires en action durant l'effort. Donc ce sang ne sera plus, ou sera en moindre quantité dans le système digestif et va se diriger en majorité vers les groupes musculaires qui travaillent durant la séance de sport. Donc si tu cours, ça va être le bas du corps. Si tu fais les pecs, ça va être tes pecs, tes bras, tes épaules. Enfin bon voilà, quoi, t'as compris. Et si la personne a une bonne capacité à réguler juste après la séance, donc c'est-à-dire que le sang a tendance à vite se remettre dans l'intégralité de l'organisme et notamment dans le système digestif après l'entraînement, tant mieux. Mais pour les personnes pour qui ça se fait un tout petit peu plus lentement, si ces personnes-là vont consommer une collation juste après l'entraînement, elles vont avoir oh là là, je digère pas, là c'est parce que j'ai trop chaud, j'arrive pas à digérer ce que je viens de manger, ça me file la chiasse ou alors quelque chose. Enfin voilà. Et non, en fait, c'est juste que le système digestif, il est pas prêt à recevoir parce que le sang est encore dans les quadriceps ou encore dans les pecs ou encore dans les bras massivement, et donc le temps que ça revienne, donc qu'il y ait une reperfusion, la digestion peut mal se passer. Donc si ta question est là parce que toi tu digères mal après la séance et que tu pensais que c'était à cause de la température, moi je pense que c'est plutôt t'es plutôt sujet à ce que je viens d'expliquer là, et qu'il vaudrait mieux pour toi de faire une phase où tu te remets au repos. Donc tu gagnerais peut-être d'ailleurs à prendre ta douche avant de prendre ta collation pour laisser un petit peu tes muscles décongestionner, le système cardiovasculaire un peu se réguler, et donc de prendre ta collation et d'ailleurs de boire un petit peu d'eau, de faire passer quelque chose, de te réhydrater, en fait, de faire traverser quelque chose par ton système digestif, de quelque chose de plus ou moins neutre, on va dire, avant de balancer, par exemple, je sais pas ce que tu manges, mais si tu veux manger un fruit avec une protéine en poudre, il faut, voilà, quoi, il y a quand même des fibres et tout ça, et si c'est un peu agressif pour toi après l'entraînement, faut faire attention.
Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de température corporelle. En tout cas, la température corporelle n'a pas réellement d'impact, en tout cas négatif. En fait, il faut se dire une chose, c'est que sinon on serait pas là. En fait, il faut se dire une chose, toujours la même chose, c'est de vous dire on a tenu jusqu'à aujourd'hui, on est capable de réguler. C'est plus les méthodes de conservation et les températures qu'on impose avant l'ingestion aux aliments qui est problématique, plus que ce qui se passe une fois que c'est dans l'organisme. Le corps est bien foutu pour ça, quoi. Donc voilà. Donc j'avais une petite réflexion à faire. Alors pour me poser vos questions, d'ailleurs, sachez qu'il y a un lien dans les notes de l'émission. Vous avez un formulaire 100% anonyme. Voilà. Et j'avais une petite réflexion par rapport à un sujet. Pas mal de personnes me parlent de ça. C'est par rapport à la motivation. Tout simplement, des gens, ils me disent mais quel programme je dois faire, mais comment s'entraîner au mieux pour prendre du muscle, mais dans un minimum de temps, mais quel exercice faut faire, mais combien de séries, mais combien de temps de repos, etc., etc., etc. En fait, je note qu'une des plus grosses problématiques pour les gens, pour durer, pour réussir, pour s'entraîner, pour changer leur physique, c'est qu'ils ont un besoin de garantie pour se lancer. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, on vit dans un monde de garantie, c'est-à-dire qu'on va acheter un cuiseur vapeur, il faut qu'il y ait une garantie. On achète une nouvelle bagnole, il faut qu'il y ait une garantie. On achète un ordinateur, il faut qu'il y ait une garantie. Un téléphone, il faut qu'il y ait une garantie. Un travail, si c'est un CDI, il faut qu'on ait une garantie, qu'on va pas être viré. Tout est soumis à la garantie. On a besoin, pour calmer notre anxiété aujourd'hui, d'avoir des garanties sur tout. Et en fait, vu qu'on doit regarder, observer autour de vous, on a vraiment besoin de garanties pour quasiment tout ce qu'on fait. Et les domaines où on n'a pas de garantie, on pète un câble. Donc globalement, la transformation corporelle, ou je pourrais même vous prendre un parallèle, la séduction. Pour les gens qui sont célibataires et qui cherchent une nana, ou les nanas qui cherchent un mec, ou vice-versa, ou enfin voilà, tout mélangé. Il faut savoir une chose, c'est que ce qui crée beaucoup d'anxiété au début, c'est qu'on n'a pas cette garantie. Oui, mais est-ce que la personne va rester? Enfin, même après d'ailleurs, on n'a jamais la garantie. Donc c'est pour ça que c'est un peu anxiogène. Mais dans le monde du sport, de la transformation physique, c'est la même chose. Les gens cherchent une garantie. Oui, mais est-ce que si je fais ça, j'aurai la garantie d'avoir mes abdos pour l'été? Mais personne ne pourra. La garantie, en fait, c'est vous qui vous l'appliquez à vous-même. C'est-à-dire que la garantie, c'est le fait de travailler, de se lever tous les matins pour faire le job, quoi, de vous entraîner, de bien manger. C'est vous qui créez votre propre garantie. C'est personne, c'est pas le programme qui crée la garantie. La garantie, c'est le comportement de chacun au quotidien. Il y a que ça comme garantie. Et en fait, moi je recommande aux gens, et c'est pas de moi, je crois que c'est un philosophe qui en parlait, qui disait de suivre un cap et de s'y tenir, c'est une des règles d'or à suivre. Suivre un cap et s'y tenir, de pas revenir en arrière en fait. C'est ça, de prendre, par exemple, si vous avez décidé de faire un programme de perte de poids et que vous faites à la fois un programme d'entraînement plus un programme nutrition, dites-vous, ok, il recommande de le suivre 8 semaines, je garde le cap, je m'y tiens. Et vous verrez que là, vous n'avez pas besoin de garantie. Vous n'avez pas besoin de la garantie, il n'y a que vous qui pouvez vous l'appliquer à vous-même. Personne ne pourra vous appliquer une garantie. C'est impossible. Qui va se risquer à vous garantir une perte de poids, par exemple, en 8 semaines ? La personne n'est pas là pour vérifier. Et dans le contrat, il faudrait qu'il y ait marqué sous réserve que vous suiviez exactement à la lettre le plan, sous réserve que vous alliez bien vous entraîner avec une intensité en accord avec la réalité, c'est-à-dire pas une fausse intensité, sous réserve d'un sommeil. Enfin voilà, vous voyez bien. Donc en fait, la seule garantie, c'est ce que vous faites on ne peut pas déléguer ça en fait. Donc le besoin de garantie pour se lancer, moi je pense que pourquoi ça fait hésiter beaucoup de personnes, c'est parce qu'il n'y aura jamais de garantie. Les seules garanties, c'est en fait de se responsabiliser en fait, c'est de se dire bon ben voilà, la seule garantie que je peux avoir que ça fonctionne, pour que ça fonctionne ce plan d'entraînement, c'est que 1 je le suive et que 2 je mette la nutrition qui aille avec et que 3 peut-être que la récupération faut que je l'optimise et que 4 on va dire que je garde ce cap suffisamment longtemps pour que ça donne des effets. Donc c'est ça la garantie. Et on peut se dire ok, Verified ou Approved ou je sais pas quoi là, les tampons qu'on met là, vous savez sur les slogans marketing et publicitaires, c'est bon. Mais
je suis encore une fois, je me répète, mais je suis convaincu que ce besoin de garantie pour se lancer, ça fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ne se lancent pas. Ne se lancent pas parce ils cherchent un programme, une solution qui va leur garantir quelque chose, sauf que c'est impossible. Et qu'à un moment donné, quand elles comprennent ça, elles se disent, OK, la garantie, c'est que moi qui peux me garantir, donc je peux me lancer. Mais tant qu'ils attendent une garantie extérieure, c'est impossible, ça ne marchera pas. Voilà. C'est mon point de vue. Et je sais pas ce que vous pensez de cette réflexion. Vous allez me dire, mais c'est normal, tout le monde, on enfonce une porte ouverte. Oui, mais regardez un petit peu la nature des échanges que vous avez avec des gens qui ne sont pas passionnés comme vous et moi et qui cherchent un nouveau programme d'entraînement. Vous allez voir que dans leur discours, il y aura souvent moi, je le vois en consultation quand j'ai des gens, c'est « Tu penses que j'aurai les résultats dans combien de temps ?» En fait, c'est une forme de demande de garantie. Si je suis tes recommandations, tu me garantis des résultats dans combien de temps ? C'est très compliqué à faire. Parce qu'en fait, c'est donner sa confiance totale que la personne en face va suivre tout ce que vous venez de lui dire et que 2 mois après, par exemple, elle aura les premiers résultats. Donc, la seule garantie, c'est vous. Retenez juste ça. Pour toute votre transformation physique, votre seule garantie, c'est le fait d'être capable de suivre quelque chose, de maintenir un cap, de s'y tenir, en fait, de choisir déjà. La première chose, c'est de choisir un programme, donc un cap, et de s'y tenir. Donc le respecter. Voilà. Je m'arrête ici pour cet épisode. Tout ce que je viens de dire, d'ailleurs, je vous ai mis même 2 liens pour la digestion. Si vous avez des problèmes de digestion, il y a digestion lien 1, digestion lien 2, que j'ai mis dans les notes de l'émission. Allez jeter un œil à tout ça. De tout ce dont on a parlé, vous avez les infos dans les notes ou dans le mail que vous avez reçu pour le podcast. Et sinon, on se retrouve jeudi pour la vidéo questions-réponses et dimanche pour le cours vidéo. Allez, à plus. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.